c'est le tour du Petit Théâtre du Vieux-Noranda, un grand partenaire de cette activité, de cette initiative. Donc, on a Rosalie Chartier-Lacombe, directrice générale du Petit Théâtre. On a Valentin Foch. Je le dis bien, Valentin Foch? OK, super. Et ensuite, Jean-Ambroise Vézac, qui est professeur au département de nouveaux médias, de création et nouveaux médias de l'UQAT, membre Hexagramme, autre partenaire de l'initiative, et aussi fortement impliqué dans les travaux du Petit Théâtre. Donc, les petits théâtres vont nous parler du modèle, de leur modèle de virage numérique, et aussi on va pouvoir entendre quelques informations sur leur laboratoire, sur leur modalité de travail. Donc, je retourne à la régie pour les PowerPoint et je vous laisse avec les intervenants. Bonjour tout le monde. Je vais démarrer mon chronomètre parce que moi, je pourrais parler pendant des heures. Et là, je veux simplement faire une courte introduction un peu sur qu'est-ce qui nous a amené, nous, le Petit Théâtre du Vieux-Noranda, à prendre le virage technologique autour des arts vivants. Alors, petite introduction, il faut savoir que le Petit Théâtre du Vieux-Noranda est un lieu physique qui appartient à la troupe de théâtre Les Hybrides, qui a été fondée en 1988 et qui elle-même vient du théâtre de Coppe 1979, qui est une troupe de théâtre qui avait été fondée autour de l'œuvre de Jeanne-Mance Delisle. Bon, on récapitule tout ça. Les gens de théâtre qui sont les fondateurs, Lise Pichette, Alice Pomerleau, Rachel Lortie, en tout cas, bref, elles étaient 5 femmes. Ont poursuivi leur mission de théâtre et comme tous les gens de théâtre, ou presque, le rêve, c'est d'avoir un lieu. Et le Canadian Core était à vendre, qui est un lieu à la base pour les vétérans de la guerre qui n'ont pas fait la guerre sous l'égide du drapeau canadien. Bon, bref. Et ils ont donc acheté ce bâtiment-là parce qu'une des filles avec qui moi je faisais des ateliers de théâtre étant adolescente avec les Hybrides, ses parents ont gagné 13 millions de dollars. Alors, alléluia! Les Hybrides ont pu acheter avec ce don le Canadian Core et ont fondé le Petit Théâtre du Vieux-Noranda. C'était en 2001, une excellente nouvelle, mais rapidement, donc en 2002, 2003, 2004, l'argent destiné à la création est allé dans les frais de fonctionnement du bâtiment qui était énormément énergivore. Et comme dit le proverbe camerounais, quand la pauvreté frappe à la porte, l'amour s'enfuit par les fenêtres. Donc, de tous ces gens qui étaient mobilisés autour du théâtre, est restée une seule personne qui s'appelait Lise Pichette, elle est décédée en 2015. Et moi, je revenais alors de mes études en cinéma en Europe et elle m'a dit « Rosalie, peux-tu venir m'aider? » Puis moi, j'ai regardé mon père et j'ai dit « Papa, tu veux-tu m'aider à payer mon loyer pendant encore 1 an? » Et il a dit oui, alors c'est super. Alors, me voici en 2005 au Petit Théâtre du Vieux-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue, donc dans le nord-ouest du Québec, à 30 minutes de la frontière ontarienne et à 8 heures de char de Montréal. Et j'ai cherché pendant longtemps à développer un modèle d'affaires. Donc, on avait perdu notre financement au fonctionnement, on était au projet, c'était compliqué et tout ça. Puis, en 2012, on a accueilli une activité qui s'appelait le Forum Avantage numérique, qui est organisé par le Conseil de la culture autour des technologies dans les arts. Et lors de cet événement-là, il y a Monique Savoie qui arrive de la SAT. Ah oui, ça c'est Rachel et Alice. Ah, voilà. Qui est dans Singapour Sling, une pièce de théâtre de 1993. Bon, bref. Toujours est-il que ça, c'est notre bâtiment. Et là, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, qui serait une spécialité pour qu'on puisse se démarquer à travers le Québec? Parce que les gens qui font du théâtre, il y en a partout. C'est centralisé principalement à Montréal et les gens se connaissent. C'est l'évaluation des pairs par le milieu et tout ça. Alors, j'essayais de trouver une façon qu'on tire notre épingle du jeu
Et en 2012, cette rencontre-là avec Monique Savoie, qui développait dès lors la station scénique, puis qui disait « Ouais, ça va être fabuleux », je disais « OK, on embarque, nous, là-dedans ». Bon, on a vu la station scénique a vu le jour en 2017, plusieurs années plus tard, mais toujours est-il que ça nous a permis de faire un plan d'intégration technologique. Donc, je suis partie à la rencontre. En fait, dans notre plan, on a fait, nous aussi, un FFOM. Et rapidement, on s'est rendu compte des opportunités qu'il y avait dans notre communauté, soit l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, qui offrait j'étais à 4 minutes, on clenche. 2 formations très spécifiques, création numérique, qui est propre à l'Abitibi, mais qui ont aussi un département à Montréal, et aussi génie électromécanique. Habituellement, c'est électronique ou mécanique, mais là, les deux. On a toujours de nombreux festivals et événements. Je me suis dit qui pourrait être nos partenaires, Festival du cinéma, le documentaire, on a des lieux de création, bref. Et là, je me dis, ça va me prendre des partenaires un peu partout à travers le Québec. Alors, j'ai pris mon char et je suis partie visiter les régions éloignées du Québec pour me rendre compte, à la recherche de partenaires, pour me rendre compte très rapidement que je pense à Sept-Îles qui avait des problèmes de connexion parce qu'ils pognaient les taux cellulaires de l'autre bord du fleuve. Fait que j'ai pas réussi à trouver mes partenaires parce que leurs enjeux de connectivité étaient déjà très grands et qu'ils étaient submergés, les compagnies de théâtre, sous le respirateur artificiel. Alors, je suis allée voir du côté de la France. Je me suis dit, on va faire le tour des hubs français. J'ai trouvé des modèles très, très intéressants qui maillaient plusieurs sphères de recherche et tout ça, et des modèles de financement, puis des façons de voir. Donc, ça a été très inspirant. De fil en aiguille, je me suis rapidement confrontée à des grands freins, qui sont aussi les grands freins peut-être que vous vivez aujourd'hui, qui sont la pénurie de main-d'œuvre. À l'époque, c'était pas la pénurie de main-d'œuvre, mais c'est la problématique de l'expertise technologique. Sachant que les technologies évoluent très, très rapidement et que les techniciens de l'époque, et encore, il y en a plein aujourd'hui, mais je ne sais pas pour vous, mais en Abitibi, c'est beaucoup des drop-out, des gens qui ont fait ça toute leur vie, qui n'ont pas été beaucoup à l'école, mais qui sont passionnés. Souvent, ils aiment le rock'n'roll et tout ça. Mais là, je leur amenais des demandes qui les sortaient beaucoup de leur zone de confort et souvent, la réponse était « Ah, non, ça, c'est pas possible. » Fait que là, j'étais « Oh mon Dieu, comment je vais faire pour arriver à développer ça dans les technologies? » Ça, c'était mon premier frein. Puis mon deuxième frein, c'est « T'achètes un équipement technologique, 2 ans après, est déjà désuète, il faut que tu redépenses 50 000, puis là, ça finit plus de finir. » Alors, rapidement, je me suis dit « J'y arriverai pas seule. Il va falloir collaborer parce qu'on est déjà en situation précaire et tout ça. » Et le premier événement qu'on a fait avec la station scénique, on s'est rendu compte qu'on avait un problème de connexion Internet. On était sur le large bande, mais juste pour vous dire comment ça nous sort de notre zone de confort, nous, on crée du théâtre. Et là, ma connexion Internet large bande, on se rend compte qu'elle a mal été configurée, puis que, tu sais, comme des tuyaux, là, quand tu flushes la toilette, puis que là, il fait froid dans la douche, puis un peu comme ça a été configuré, notre réseau, parce que quand ils l'ont configuré, ils se sont dit « Jamais l'Abitibi-Témiscamingue aura besoin d'autant de bandes passantes en même temps. » Et là, nous, avec la station scénique, on mettait ça dans le tapis. On a besoin de toutes ces bandes passantes-là en même temps. Et là, on vient d'accoter votre réseau. Bref, fait qu'on est devenus des experts du développement du réseau Internet. En tout cas, bref. Toujours est-il que, de fil en aiguille, ce premier événement-là, qui se faisait en collaboration avec Sainte-Camille et avec Rimouski, on a décidé de, première expérience, de parler de ce qui se passait comme projet technologique dans nos régions. Et comme ça marchait pas, là, j'osais pas faire la promotion pour dire « Oui, super événement technologique, annulé parce que ça marche pas. » Fait que j'ai attendu. Et là, 2 jours avant, ça fonctionne. Oui, l'U4, le GIRAT, en tout cas, j'ai mobilisé tout le monde pour qu'on soit capable d'avoir changé ça, la fibre et tout ça. Et ça a fonctionné et j'annonce ça, tu sais, puis on va mettre de la pub Facebook et tout ça. Et là, j'ai des gens du nord du Québec
et du nord de l'Ontario francophone qui viennent assister à l'événement à 2 jours d'avis, cherchant eux aussi des réponses à des questions technologiques, puis comment on pourrait développer nos territoires de manière technologique, puis s'assurer d'avoir la littératie, bref, tout ça. Alors ça, c'est le premier point. Et là, je me suis dit, ça y est, j'ai des alliés. Ensemble, on va pouvoir regarder quels sont nos problèmes, puis comment on va pouvoir collaborer pour faire en sorte qu'on puisse se développer. Parce que juste même au niveau de la littératie, les mots évoluent tellement rapidement, les concepts, et juste suivre ça autant au niveau de l'éthique, du droit d'auteur, des technologies immersives. À chaque fois que tu rouvres une porte, c'est comme gargantuesque, là. Alors, donc, on s'est rassemblés, puis on a créé ensemble un hub virtuel qui s'appelle le Hub Avantage numérique. Mais un des partenaires qui est vraiment important et essentiel, c'est vraiment le partenaire avec l'Université du Québec, parce qu'avec la maîtrise en création numérique, ça nous a permis d'avoir des chercheurs et de pouvoir engager, nous, des artistes professionnels et de faire ce maillage-là. Alors, je vous laisse bientôt avec 2 personnes extraordinaires qui maîtrisent très bien les technologies. Puis, ce que je veux vous dire, c'est que maintenant, on fait, oui, des laboratoires d'intégration technologique. Ça fait 5-6 ans qu'on fait ça. On fait aussi de l'intégration sur mesure. Donc, il y a des gens qui viennent nous voir, disent « Ah, j'ai un problème, comment qu'on peut faire ça? Je vais faire une subvention. » On t'accueille. Nous, on crée nous-mêmes des pièces de théâtre, mais on ne met pas toujours de la technologie dedans. C'est pas un prérequis. Mais il y en a que oui, comme Bluff. Après, il y a toujours un peu de technologie, tu sais, le son, la lumière, mais on n'est pas toujours dans l'interactivité puis dans des technologies complexes. Et c'est un peu ça. Donc, on est toujours un lieu de diffusion, de création et de transmission des savoirs, notamment technologiques. Là, vous avez peut-être vu Bérénice quelque part. Pardon, aujourd'hui, faire des entrevues. Alors, messieurs, j'ai dépassé mon temps. Alors, je vais faire une transition en douceur dans ce cas-là. Oui, c'est ça. Je vous laisse nous parler de ce qui se passe dans nos murs depuis quelques années. Bonjour. Donc, moi, c'est Jean-Ambroise, je suis prof. Ça fait peur. J'ai déjà été artiste, mais ça fait longtemps. La BTB et son université, l'UQAT, on fait partie du réseau Hexagramme, qui est un réseau important qui de plus en plus sensible à s'intégrer, se rapprocher des milieux de pratique et faire de la recherche-création avec avec vous, avec le milieu, avec les artistes, là où ça se passe, quoi. Donc pas dans un laboratoire, c'est le fait d'aller amener en fait la recherche à l'extérieur des murs, donc d'ouvrir vraiment les laboratoires. Avant, il y avait une métaphore. La métaphore, c'est comment on capture un oiseau. Alors là, il faut inventer, peindre doucement la cage. Maintenant, c'est plutôt comment qu'on fait pour nager dans le courant. C'est que nécessairement, les compétences exigent en fait une intersectorialité. Cette intersectorialité, évidemment, c'est des partenariats, donc c'est du gagnant-gagnant. Moi, je suis très content. J'ai accès avec mes étudiants à des espaces extraordinaires de création, et là, on se rencontre à plusieurs pour enfin les réaliser, ces choses qui semblent impossibles, mais qu'on arrive à résoudre parce qu'on se tient les mains et qu'on se jette dans la rivière. Valentin, je te laisse un peu la parole quand même. Oui, bonjour, moi c'est Valentin. En fait, moi je suis un fruit de la maîtrise en création numérique. J'ai eu Jean-Ambroise comme professeur pendant 2 ans. Puis je travaille maintenant aujourd'hui au Petit Théâtre, comme vous l'avez compris, avec Rosalie. Puis juste pour compléter un peu, rebondir sur ce que vient de dire Jean-Ambroise, c'est vrai qu'en fait l'avantage de la maîtrise en création numérique, c'est qu'elle ouvre les portes avec des collaborations de différents organismes à Rouen. Puis souvent je disais pendant la maîtrise que le terrain de jeu, c'était pas juste l'université, c'était toute la ville de Rouen. On avait le droit d'expérimenter, comme dans des lieux comme l'Écart, qui est une galerie d'art, dans le musée d'art, au Petit Théâtre, à l'Agora des Arts, avec des festivals et tout. Fait que ça nous ouvrait plein de portes et plein de collaborations qui étaient super importantes, puis qui est un peu le fruit de la maîtrise. Ouais, en fait, au départ, c'est aussi un objectif finalement pédagogique de pouvoir former la relève dans les milieux de pratique. Mais à travers ça, on peut faire de la recherche aussi. Alors c'est très bien, ça se justifie très bien. Et on peut aussi s'amuser, je crois. Oui.
Et justement, en s'amusant, pour revenir sur nos moutons un peu, en fait, depuis 2018, on a lancé, entre le Petit Théâtre du Vieux-Noranda et l'Université Lucat, une semaine de laboratoire en intégration technologique dans les arts vivants, où on accueille en fait les étudiants de la première année de maîtrise à venir vivre une expérience au Petit Théâtre avec des artistes de l'art de la scène. Ça peut être du cirque, ça peut être de la musique, ça peut être de la danse. Et à travers tout ce moment-là, justement, ils sont là pour développer, puis pour échanger. C'est vraiment dans un but de... pendant la présentation, on va dire les étudiants, mais les étudiants, on les voit comme des artistes à part entière, autant que les artistes en art vivant. Puis l'idée, c'est que les artistes en art vivant découvrent un peu l'avantage, puis les prérequis que peut donner le numérique, puis comment on peut écrire avec. Et les étudiants peuvent découvrir un peu c'est quoi les arts de la scène, puis parce que des fois, il y en a en création numérique, c'est plusieurs... comment dire ? C'est pas directement dans les arts de la scène, c'est aussi dans de la VR, il y a aussi de la gestion de projet, il y a de la communication, il y a beaucoup de profils. Fait que cet échange-là permet de justement créer des liens, puis pouvoir autant développer leur côté un peu artistique, technicien. Technicien, non, ça c'est moi, mais... C'est ça, tout le monde trouve quelque chose, tout le monde trouve son compte en fait. C'est ça. Fait que parlons des labos. Ce qu'on vient de dire. On en a fait plein de laboratoires, Oui. on a essayé plein d'approches. Toujours assez différentes en fait. Faut que je tourne en fait, c'est ça. La première, on s'est lancé comme ça. Hein. Oui, le premier c'était en 2018 en fait, puis c'était autour de la musique. On a commencé avec l'artiste Vers la Tour, qui est un musicien qui fait de la musique électronique avec beaucoup de MIDI. À la base, c'est un batteur. Puis en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, au niveau de la gestion un peu, comment on a créé ça, c'est qu'on a mis l'artiste en plein milieu de la salle du Petit Théâtre. Puis il y avait plusieurs groupes d'étudiants qui travaillaient autour, puis qui développaient des dispositifs un peu interactifs. On a créé comme une espèce d'araignée qui s'articule toute seule en fonction de la musique. Il y avait de la lumière qui réagissait. L'artiste aussi, Vers la Tour, il avait comme un motion capture sur lui, puis qu'on avait un visuel qui interagissait en arrière. Donc on est vraiment parti dans centrer l'artiste au milieu, puis d'avoir comme plusieurs dispositifs qui se travaillaient en parallèle. Ça nous a permis d'avoir comme une espèce de feu d'artifice. Objectif, c'était d'offrir au public une manière d'interagir dans le spectacle. Et second objectif, c'était d'offrir des outils ou d'augmenter les instruments, en fait, le kit de drop électronique d'interactif, ou du moins de réactivité par rapport à tout ce qui est autour de lui. Puis cette semaine-là, ça a beaucoup ouvert à Jocelyn, justement, l'artiste Vers la Tour, qui après a décidé de construire un nouveau projet. C'était un Français, il est retourné en France. Puis il a construit un nouveau projet, justement, où il a fait un espèce de set interactif, où il arrive, il a mis comme des caméras qui captent le public, qui peuvent impacter aussi dans son show. Fait que ça lui a ouvert plein de portes là-dessus. Puis aussi, il a été recontacté plusieurs fois par les étudiants pour faire de la musique de projet de leur projet. Il y a comme un lien qui s'est créé entre les deux. On passe au deuxième labo. Le deuxième laboratoire, c'était, on a décidé de le tourner autour de la danse. Ah oui, hein, c'est vrai, excusez-moi. Vas-y. Le deuxième laboratoire, c'était avec le collectif Dance to Go, c'était autour de la danse. Puis on venait d'avoir la station scénique, ça faisait 1 an et demi, puis on a décidé de l'intégrer en plein centre du laboratoire et de faire en sorte qu'il y avait une équipe à Montréal, puis une équipe à Rouen qui développait. Donc en fait, le collectif Dance to Go, c'est 4 danseuses qui travaillent ensemble. On les avait splittées en deux. On avait mis 2 au Monument National à Montréal, 2 à Rouen-Noranda. Et au début, on a essayé de faire des équipes un peu équilibrées dans les 2 lieux, d'avoir comme des équipes d'étudiants partout pour qu'il y ait des cerveaux qui mijotent des 2 côtés. On n'est malheureusement pas arrivé à envoyer des étudiants à Montréal, fait qu'au final, il y a eu un peu un déséquilibre qui s'est créé où tous les cerveaux étaient à Rouen, puis tout le monde travaillait à Rouen d'arrache-pied. À Montréal, on était plus à la réception des projets, fait qu'ils étaient plus en attente de ce qui se passait à Rouen. Fait qu'on a compris un peu cet enjeu-là, on était présents. C'est comme disait Mireille, il faut vraiment 2 lieux qui soient équilibrés en fait, puis qui permettent d'avoir des échanges, puis qu'il n'y ait pas un qui soit passif, puis qui attend les instructions des autres. On avait essayé de projeter le corps et les effets de présence des danseurs de chacun des 2 côtés finalement de la fibre optique, et c'est de voir comment ça pouvait créer une résonance, comment que le corps pouvait aussi provoquer la danse de l'autre à travers l'écran, donc dans une relation écranique. Et c'est ça. Vous pouvez aller voir sur notre YouTube, on a des petites vidéos là-dessus. Là, si Les vous vidéos voir se mettent pas sur Play. Mais Les vidéos se mettent pas sur Play. Non, mais ça a été... on a fait en fait des petits tableaux en fait interactifs très chouettes. En fait, où on a invité le public à l'ouverture, finalement, à chaque fin de résidence, en fait, on invite le public. Et puis dans ce cas-là, ils sont montés sur scène, ils sont mis à danser sur scène avec les danseurs, non après eux. Là. Avec, entre autres, il y avait comme des jeux qui se créaient avec aussi.
Puis là-dedans, au niveau de l'organisation, en fait, des pôles des étudiants, un peu des équipes, il y avait des étudiants qui avaient comme des groupes, chacun des projets, puis il y en avait qui étaient plus transversales. Il y avait une équipe qui s'occupait un peu de la com, il y en avait qui faisaient plus des petits projets solo à côté pour faire un peu genre un côté muséal à la salle pour divertir les entre-prestations. On avait aussi comme des étudiants qui ont un peu pris le rôle de gestion générale, puis pour faire un peu un fil conducteur. Ouais, le laboratoire numéro 3, c'était là on s'est dit comme ok, on a fait la danse, on a fait la musique, puis là on a beaucoup d'étudiants, on a 23 étudiants. Ce qu'on a compris c'est au laboratoire précédent, c'est qu'on avait juste un groupe d'artistes pour 20 étudiants. On s'est dit pourquoi on ferait pas plusieurs groupes différents, multidisciplinaires. D'ailleurs on a Lise ici qui a participé au laboratoire. Fait qu'on a décidé de faire 5 groupes, 5 artistes, des artistes en cirque, en danse, en sculpture, en art visuel, puis en théâtre. Et de faire des plus petits groupes, de faire vraiment aussi beaucoup plus de pré-production avant la résidence pour qu'il y ait quand même des brainstorming, puis des débuts qui se créent un peu, des débuts de narration pour qu'on soit plus dans le concret quand on arrive en résidence, puis moins perdre de temps dans le brainstorming et aller plus dans le concret. Fait que ça donnait vraiment 5 prototypes et on a envahi le théâtre au complet. On a 2 salles en haut, au sous-sol, il y avait des expériences de partout. Il y a une quarantaine, cinquantaine de personnes qui sont venues ce jour-là, qui sont baladées, ça allait dans tous les sens au théâtre, tous les escaliers étaient ouverts. C'est un des laboratoires qui a en fait le mieux marché, parce que le fait de créer des petits groupes, ça crée des proximités entre les étudiants, puis entre les artistes. Puis il y a vraiment un échange qui s'est créé. Puis les étudiants avaient vraiment comment dire, c'était vraiment, tout le monde était pris vraiment dans le processus de création de A à Z, puis dans le rendu final. C'est comme le fait de créer des petites équipes, puis aussi le fait que ce soit multidisciplinaire comme ça, ils se comparaient un peu d'une équipe à une autre, et ils regardaient un peu qu'est-ce qui se faisait à côté, les différentes technologies. Fait que ça challengeait vraiment de manière positive entre les équipes, puis ça amenait beaucoup de beaux résultats. Ça me rappelle Simon, qui est un développeur qui aime le jeu vidéo, qui s'est retrouvé avec Julie, en fait, qui est un artiste multidisciplinaire, et vraiment le croisement des styles et leur intelligence se sont rencontrés, et c'est ça qui était vraiment très, très intéressant. Donc en attirant les jeunes là, qui viennent avec leurs habitudes du numérique et leurs pratiques, il y a une rencontre qui se fait au niveau des arrivants qui était sympa. Le labo numéro 4, ça c'était le labo Covid, pour genre première année de Covid, on arrive, puis là il faut faire un labo. La Covid a fait qu'il y a moins d'étudiants qui sont venus à l'université, c'était que 3 cette fois-ci. Puis là on s'est dit, bon, qu'est-ce que fait ? On est comme parti on a un peu changé de bord. Il y avait aussi une étudiante qui était coincée en France, fait que là on s'est dit, ah mince, comment on fait pour l'impliquer dans le processus ? Fait que là on est parti d'une idée un peu fou. On s'est dit, on va faire de la téléprésence entre le Québec puis la France. On va trouver un studio de création numérique en France, qui est une technologie qu'ils ont développée qui s'appelle Augmenta. C'est une technologie avec des caméras au plafond qui permet de traquer les personnes dans l'espace puis de faire en sorte qu'on puisse les repérer dans une interface numérique. Et donc on peut savoir exactement où sont les personnes dans l'espace. Donc on est parti vraiment sur une idée de créer de connecter ces 2 Augmenta pour faire ressentir la présence autant des gens à Rouen, à Lyon, mais aussi sur le web, puis comme une espèce de gros jeu vidéo en une semaine. C'était très dur. C'est un peu l'idée de base. Au final, avec le décalage horaire, la téléprésence, il y avait comme, on s'est un peu séparés, puis on a un peu comme dit, ok, on fait quelque chose, puis on va se retrouver juste pour la présentation, nous en formule 8 heures, puis je pense que eux c'était en formule début d'après-midi pour que ce soit timé ensemble. Mais on a décidé de travailler plus en parallèle, puis après je te laisserai. Ouais, non, c'est ça, parce que l'année d'avant, on avait eu 36 étudiants, on en avait 4, donc c'était un petit peu différent. Mais c'était aussi le moment où on faisait beaucoup de streaming, enfin on en fait encore beaucoup, et on s'était posé la question comment dépasser un petit peu le streaming, et comment rendre ça... Non, je me parle dessus. Ouais, c'est Oui, allez-y, m'excuse. C'est beaucoup mieux. Ouais. J'invite, et qui va vous accompagner vers peut-être un ressenti numérique. Ouais, Théo, Joujou est enfant et moi je suis fan de Joujou. La personne du corps rouge mange les glaçons cassis qui est dans les triangles. Je vais vous laisser un temps pour changer mes mots au sol. Donc c'était en direct, donc c'était le... Il y a 25 personnes. Allez-y, les 25 bulles. Tout en majuscule. Encore, bulles.
Yes, Juliette, merci. Apo, Hector, qui collabore aussi, merci. C'est notre poésie. Alors, je vais lire la poésie. Feu ouvre condensation éphémère. Eau déclenche vapeur infinie. Bulle brise sublimation statique. Donc, en fait, ce qu'on a fait un peu, c'est Vent qu'on a aspire des positions. Ce qu'on s'est dit au début, c'est vraiment de faire un jeu vidéo où les gens étaient connectés avec l'acteur, puis qu'ils puissent communiquer ensemble et qu'ils puissent se déplacer dans la salle. Au fur et à mesure de la semaine, on s'est rendu compte qu'on n'y arriverait pas parce que c'était trop compliqué, puis qu'on n'était pas assez. Fait qu'on est parti sur une idée d'aller sur un live Twitch où les gens pouvaient interagir par commentaire. Et en interagissant, ça permettait de créer la poésie, en fait. Donc Natalia, qui était sur scène, qui performait, créait en fonction des mots qui se plaçaient sur le territoire où elle jouait, avec des écrans, puis improviser une poésie par rapport à ça. Non, c'est ça. Il y a vraiment eu des... on rêvait à un jeu vidéo, on pouvait tous rentrer, puis c'était une scène, c'était magnifique. En fait, on a encore une fois accueilli, Hector était d'ailleurs là, toujours sur Twitch, la vidéo tuto, tout ça, il passe des heures dessus. Là. Et une des questions qu'on s'était posées, c'est comment justement arriver à trouver une dramaturgie qui permet d'intégrer des avatars, qu'on voit des petits noms, etc. Et comment ça peut relancer le jeu. Ça, c'était une grande question parce qu'elle était quand même sur scène, Natalia, là, et elle n'avait pas le public qui lui donne une réponse, là. Donc la question, c'était, quand je vois un écran, là, est-ce que j'arrive à garder cette tension-là ? Qu'est-ce que je fais quand je n'ai pas cette tension-là ? Et est-ce que le numérique arrive à la faire ressusciter, cette tension-là, là ? Bon, c'est un jeu que vous connaissiez mieux que moi, mais elle était contente de voir Juju, dit-on. Ouais, c'est ça c'était l'objectif, en fait. C'est vraiment la rencontre. Parce que l'hypothèse, c'est que si on essaie d'engager des nouveaux publics, il faut comprendre comment ils pensent, c'est quoi le genre de gameplay qu'ils utilisent, quelles sont leurs affaires, et comment qu'on arrive en leur disant « on vous a compris, mais maintenant, rapprochez-vous de nous ». Donc, c'est vraiment, on appelle ça du onboarding en jeu vidéo, ou simplement de l'engagement des publics. Ça n'a pas été facile, ce projet de création-là. Là. Je pense qu'on a surmonté quelques difficultés. Pouvez-vous nous en parler? Quelle difficulté de mettre 4 artistes ensemble et de leur demander de décider? Non, parce qu'en fait, dans la gestion de groupe, il y a plusieurs modèles. Il y a les modèles coopératifs où chacun sait ce qu'ils ont à faire. Il y a des modèles coopératifs, collaboratifs, où tout d'un coup, j'émerge dans le groupe et je sais que je préfère faire du son, donc je vais faire du son. Et là, peut-être parce que j'ai une tendance à l'anarchie, les choses n'étaient pas si nettes. Les frontières étaient assez floues. Mais Natalia, qui faisait à ce moment-là son doctorat en théâtre à l'Université Laval, était très heureuse de ne pas avoir un réalisateur sur la tête, de laisser les choses. Fait que le mal-être qu'on a vécu, parce qu'on ne savait pas si on allait pouvoir livrer, en fait, a créé une tension créatrice qui, pour, en tout cas, elle, peut-être les autres n'ont pas vécu pareil, là, a été très chouette, parce qu'effectivement, avec le temps, il a fallu décider. On était obligé de décider. On a laissé flotter les idées, puis à un moment donné, on a focusé, on s'est dit qu'on va focuser sur des mots, du visuel, un corps, et de créer ce lien, en fait, pour que les gens à la maison puissent sentir aussi qu'ils sont un peu en contact en fait, dans la salle. Puis en fait, un peu ce qui s'est passé à travers ce laboratoire, c'est qu'on a décidé donc, de mettre tout le monde autour d'un seul projet, puis il y avait plusieurs pôles, mais chacun travaillait un peu comme les jeux où on dessine des bonhommes, puis on plie, genre on dessine les pieds, on plie, puis on laisse l'autre dessiner après le reste du corps. Je ne sais pas si vous connaissez. On a vraiment travaillé en mode layer, puis chacun avait un peu son calque, mais personne n'avait vraiment le fin mot sur le rendu final, puis ne se rendait pas compte de à quoi allait ressembler l'œuvre finale. Fait qu'il y avait beaucoup d'incertitudes qui se créaient entre les groupes, parce qu'on ne se rendait pas forcément compte c'est ça, du résultat final. Fait que ça a créé certaines instabilités chez plusieurs personnes. On a pris beaucoup de risques, ouais. Mais on était beaucoup plus dans la recherche et développement, puis dans essayer vraiment d'intégrer les technologies. Il y avait beaucoup de technologies qui étaient quand même relativement nouvelles, qu'on ne maîtrisait pas encore complètement. Mais tu le referais pas comme ça, hein, tout de suite, là? J'en ferais différemment.
Est-ce que le fait qu'il y ait beaucoup plus d'artistes qui exploraient les technologies et beaucoup moins de techno-créatifs, d'étudiants, a eu un impact sur la dynamique? À cause de la Covid. Ah, bon. Non, mais oui, c'est sûr, il y a eu un impact, parce que ça a fait qu'en fait, les étudiants, vu que c'était un peu en sous-nombre, se sont sentis ils ont moins osé proposer des idées, puis l'idée de la chose, contrairement aux autres laboratoires, ils s'étaient plus effacés, fait qu'il y a eu comme ils étaient moins impliqués dans le processus, fait que ça a joué vraiment un peu sur... Ouais, il y a autre chose en fait. On a fait du co-design, puis on l'a fait en ligne. Toutes les premières sections du co-design ont très bien marché, se rencontrer, découvrir nos univers. À un moment donné, il fallait décider. Et la décision en ligne, c'est vraiment pas produite. Fait que c'est la décision de qu'est-ce qu'on fait, c'est fait quand les corps se sont rencontrés, puis à un moment donné, on était sur le stage, puis là, on s'est vraiment parlé, puis les choses se sont placées. À ce moment-là, des gens étaient sur d'autres projets, donc ça ne marchait pas. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais il y a cette notion de se laisser dépasser. Hein. non, vas-y. Tu sais, le fait d'accepter, parce que là, je vous parle d'une résidence, de recherche-création, l'objectif, c'est développer des compétences. Ça peut mener à des choses ou pas, mais d'accepter de se laisser dépasser. C'est pas simple. Puis sur le dernier laboratoire, numéro 5, qu'on a fait il y a 2 mois maintenant, 3 mois, on l'a placé autour du cirque, mais on a refait un peu le même processus de mettre tout le monde dans la même équipe, parce qu'il y avait seulement 5 étudiants. On a pris un peu moins d'artistes, on a pris seulement 2 artistes. Puis là, ce qui s'est passé, ça s'est un peu géré plus tout seul, c'est plus eux-mêmes on n'a pas imposé comment dire, ni une technologie, ni une façon de travailler, on a plus laissé aller. Puis ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'ils ont établi la narration tous ensemble, puis chacun a pris un pôle, genre moi je vais prendre ce tableau-là, je vais prendre le lead du tableau 1, une autre personne prenait le lead du tableau 2, puis après ils allaient chercher les ressources dans l'équipe, en fonction, fait que c'est très transversal, mais chacun avait un peu son propre lead, puis gérait sa propre partie, son propre résultat final, fait que ça donnait un spectacle de quasiment 40 minutes en une semaine, qui s'est fait en impliquant vraiment tout le monde à tous les tableaux, mais chacun avait vraiment son point de décision, puis avait sa vision sur le résultat final aussi. Fait qu'il y a quand même toute une narration qui s'est créée qui était vraiment super intéressant. L'année prochaine, messieurs, Ouais. qu'est-ce qu'on a envie de faire dans tout écoute, ça? on est bien placé ici quand même. Hein. C'est inspirant, non? Ça va être quoi, la discipline à l'honneur l'année prochaine? On s'est dit qu'on avait fait la musique, on a fait le cirque, on a fait un peu multidisciplinaire, on a fait la danse, on a fait... c'est ça, fait qu'on s'est dit on allait faire le théâtre l'année prochaine. Fait que vous allez sûrement voir passer en automne 2022, cet automne, un appel à candidature si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, sur le Petit Théâtre, pour faire partie du laboratoire d'interaction art vivant. Fait que si vous voulez venir participer avec nous, triper, avoir une semaine de co-création avec plein de cerveaux qui vont réfléchir puis découvrir des nouvelles technologies, découvrir un peu comment écrire avec tout ça, vous serez les bienvenus. Je dirais aussi, je vais ajouter 2 petites choses, que l'impact que ça a sur les artistes, parce qu'on en parle beaucoup après, c'est que ce qu'ils nous disent, c'est que ça ouvre le champ des possibles. C'est une fois qu'ils ont vu tous les types d'équipements puis qu'est-ce qui était possible de faire, bien, à partir de là, ton imaginaire peut se mettre à concevoir des choses qui pouvaient sembler soit impossibles ou difficilement réalisables, où il y avait une certaine crainte, puis de voir aussi comment communiquer avec les technocréatifs, quoi leur demander. L'expérience, dans le fond, de travail collaboratif aussi est très formateur. De comprendre aussi un peu les temps de travail. On s'est rendu compte, surtout avec la danse, qu'un performant de danse, il va essayer son mouvement, il va le voir, il va le réessayer, il va le revoir, il va le réessayer. Quelqu'un qui code, il va coder, puis ça va être codé. Puis repartir sur le code, on peut faire des petites modifications, mais ça peut être très vite, prendre beaucoup plus de temps que réessayer plusieurs fois. On est moins dans la répétition, on est plus dans la prise de décision en amont, puis après, go, on fait les choses. Fait qu'on apprend à découvrir les différences entre les différents types artistiques, mais chose certaine, ce que ça l'amène si on revient en conclusion au développement du virage numérique du Petit Théâtre, c'est que chacun de ces partenariats-là crée une diaspora. La diaspora, si on veut, des techno-créatifs qui viennent au Petit Théâtre montrer leurs projets de fin d'année, que je revois et qui se présentent dans des événements parce qu'ils ont déjà participé. Donc, et
Et l'ensemble de ces étudiants-là partagent quelque chose une fois qu'ils deviennent dans le monde professionnel, c'est qu'ils s'entraident et qu'ensemble, ils arrivent à trouver réponse à des questions que peut-être une seule personne n'aurait pas. Donc, il y a tout un grand tissage d'entraide qui se fait. D'ailleurs, ça fait partie des mandats aussi d'Hexagramme, la mobilisation des connaissances et le développement des régions, donc de faire venir aussi des grands centres et d'irriguer comme ça, de faire une circulation, c'est tout à fait ce qui est souhaité. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça ou si tout était clair comme de l'eau de roche. Mais Venez nous voir. on est bien ouvert à discuter. Je sais qu'il me semble qu'il va y avoir comme un 5 à 7 avec de la boisson. Hein? Après, bon, on peut prendre le temps. Demain. Ah, c'est demain. Ah, non, Demain, je suis après les trop workshops. verte. La boisson, je suis désolée. OK. Demain, d'accord. Et peut-être pour finir, je dirais qu'à travers ces labos, en fait, ce qu'on a compris aussi, c'est qu'en 2017, on était beaucoup plus dans un peu dans le feu d'artifice. On va essayer plein de technologies, on va essayer de faire bouger des moteurs, tout ça. Puis plus ça va, plus on avance, plus je trouve qu'on regarde plus à comment écrire avec les technologies. On n'est plus on est plus moins dans le waouh, on est vraiment plus dans la dramaturgie, puis dans la recherche de quel sens on peut donner à la technologie, entre autres avec Hydropoésie, entre autres avec la dernière résidence en cire. Ah oui, tiens, ça c'est les mots là. C'est une pratique de l'imaginaire. C'est ça. Puis en même temps, je pense que c'est important de faire ces gammes. Tu sais, on apprend à travailler avec, on se donne droit à l'erreur. C'est pas obligé d'être quelque chose de fini léché. On est en exploration. C'est bien différent quand on arrive dans une création comme Bluff où là, on fait plusieurs laboratoires puis on arrive à quelque chose qui nous satisfait. Là, on est vraiment dans un processus où trompons-nous, explorons et il n'y en a pas de problème. Puis ça décomplexe énormément et les artistes et les étudiants. Et je dois vous dire aussi que ça participe énormément à développer le public parce que les publics viennent avec des familles, les jeunes peuvent jouer après avec les modules, les lumières, ça les suit. Alors, on est en train de développer tout un public de techno-curieux qui serait peut-être pas allé voir de la danse, qui serait peut-être pas allé voir du théâtre ou encore tel type de musique, mais qui sont avides de nouvelles technologies. Je pense à une question. Lise. C'était pas vraiment une question, mais c'était plus un beau compliment, puis un gros merci au Petit Théâtre, à Lucat et tout. Parce que comme disait Valentin, moi j'étais là il y a 2 ans. Puis des fois on en reparle entre nous, puis on se dit c'était fou d'avoir créé ça en 1 semaine. Comme vous disiez, il y a vraiment une complicité qui se crée. On est dans un espace et on a 1 semaine, puis c'est ça. On découvre les artistes, on crée quelque chose qu'on n'aurait pas forcément pensé dans un contexte plus long, dans un contexte parfois plus réfléchi. Et dans notre cadre, on était avec Audrey, qui était une danseuse contemporaine. Et ça s'est vraiment fait de façon très spontanée. On a pu co-créer avec elle du début à la fin, parce qu'elle nous apportait vraiment son expertise, puis son langage du corps, parce que nous, on a voulu faire une œuvre sur le langage. Et donc, l'idée, c'était de faire discuter une danseuse qui ne parlait qu'avec ses mouvements et un chatbot. Et ça s'est fait de façon hyper fluide. Et c'était une expérience inoubliable. Donc, merci. Ça me fait plaisir de vous voir ici. Oh, merci, Lise. Il faut savoir qu'on engage aussi un cuisinier, puis qu'ils sont nourris, puis qu'on est bienveillant. Je pense que c'est le mot d'ordre au Petit Théâtre, d'être bienveillant. Bon, merci. Alors, merci à toutes et à tous. Ça, c'est la conclusion. C'était la dernière activité. Donc, on remercie nos partenaires encore une fois. Petit Théâtre du Vieux-Noranda, Hexagramme, Site, scène interactive et technologique, avec le soutien du CALC, donc Conseil des arts et des lettres du Québec. Donc, merci beaucoup encore une fois. Et pour ceux qui sont inscrites, on se voit demain. C'est journée laboratoire. Autrement, on a un 5 à 7 demain, donc vous êtes les bienvenus. Ça va être vraiment un moment réseautage. On va vraiment pouvoir reconnecter tranquillement, relax, avec un bon verre. Et voilà, bon repos.
Et oui, c'est vrai. En plus, il y a le tapis rouge Wikimedia Commons. Puis, alors, je m'en vais chercher la toile là. Donc, j'espère organiser mieux que la Wikiloterie. Mais il y avait beaucoup de choses aussi. Bye, merci.